Bon, bah écoutez, merci d'être là pour la troisième année. Alors j'espère que la lassitude ne va pas arriver, l'ennui, le côté un jour sans fin, quoi. Toujours, on retrouve toujours le même au même moment, en train de raconter, j'espère pas les mêmes choses. Alors l'idée de ce cycle, c'est qu'effectivement, comme disait Jean-Paul, contrairement à la première année qui était quand même très cadrée par une décennie, grosso modo, qui était les années 70 aux États-Unis, à Hollywood, et par rapport à la deuxième année qui était très cadrée sur le cinéma italien, avec sans doute à mon avis un spectre, en tout cas chronologique, un peu plus large. Là, cette année, pas du tout. C'est-à-dire que ça s'appelle Plein feu sur le cinéma américain, mais grosso modo, la seule raison, pour être tout à fait honnête, de cette programmation, c'est que c'est en gros une dizaine de films que j'aime beaucoup, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, ce qui fait que c'est ça qui me plaisait aussi, c'est pouvoir rentrer systématiquement dans un univers, un genre, chez un cinéaste. On va passer du muet au parlant, de cinéastes extrêmement connus comme Frank Capra à des cinéastes un peu moins connus comme Frank Perry. On va passer par Samuel Fuller, par King Vidor. Voilà, on va passer vraiment, si vous voulez, pour moi le fil rouge de ce cycle, c'est vraiment ou bien des films qui sont très connus, sur lesquels on va essayer de porter un regard un peu différent, ou de se dire, mais pourquoi ce film-là est considéré comme un chef-d'œuvre? Et souvent on oublie, vous savez, c'est un peu comme la statue qu'on va avoir à la fin, au bout du jardin. Bah, on la repère même plus, donc on va la saluer, mais on ne sait même plus pourquoi on la trouve bien et pourquoi on l'a mise là un jour. Pour moi, c'était un peu ça l'idée de quelques-uns des grands films que vous allez voir, comme Le Rebelle de King Vidor, par exemple, qui est un grand film, mais je pense que c'est bien de le revoir avec les yeux d'aujourd'hui et de tout ce qu'on sait sur le cinéma américain, tout ce qui s'est passé depuis, et le cinéma de King Vidor par exemple. Après, il y a un film comme The Swimmer de Frank Perry, là on va retourner un peu dans les 70s, qui est un film relativement peu connu, qui n'était pas du tout d'ailleurs il y a encore 2 ans, et qui est pourtant une perle incroyable du cinéma américain. Il y en a beaucoup, hein, mais il fallait en choisir quelques-unes. Après, il y aura le moment Sorcerer de William Friedkin, parce que évidemment c'est l'année. C'est l'année. Je sais que certains parmi vous étaient un jour de décembre l'année dernière avec William Friedkin à la Cinémathèque qui venait présenter la version à la fois intégrale et au format respecté de Sorcerer. Alors Sorcerer, c'est peut-être pas un truc qui vous dit quelque chose, mais c'est le remake américain du Salaire de la peur de Clouseau, réalisé en 78. En français, ça s'appelait Le Convoi de la peur. Donc le titre original, c'est Sorcerer. Et ça fait partie, il y en a quand même pas mal dans la cinéphilie comme ça, de ces grâles, si vous voulez, de ces films sur lesquels les cinéphiles rêvent pendant 20, 30, 40 ans. Moi, par exemple, j'ai rêvé de Sorcerer pendant 30 ans, en me disant quand est-ce que je verrai la vraie version de Sorcerer, qui pour moi est le meilleur film de William Friedkin, donc c'est quand même pas rien, c'est pas un film mineur, c'est pour moi son meilleur film. Quand est-ce que je verrai la version intégrale, parce qu'elle avait été amputée, et quand est-ce que je verrai la version hors format, c'est-à-dire pas en 1,33 comme un format de bocal télévision, mais un format 1,85, beaucoup plus large et vaste si vous voulez. Et donc ça, la restauration a été faite et maintenant est disponible la copie de Sorcerer. Donc ça, c'est un événement absolument colossal. Vous voyez, à mon avis, hein, la découverte, je pense, pour pas mal d'entre vous, de Sorcerer. Donc on va passer par différentes choses, des cinéastes un peu moins connus et qui pourtant ont été des monstres à leur époque. Je pense à un cinéaste comme William Wellman, vous verrez le film qu'on va projeter de lui, mais William Wellman c'est quelqu'un qui a réalisé 150, 200 films qu'on a quasiment oubliés aujourd'hui, à part dans des niches un peu serrées. Donc voilà, l'idée c'est un cinéaste comme Frank Capra, on connaît tous La vie est belle, Monsieur Smith au Sénat, beaucoup d'autres films de Frank Capra, mais le film qu'on passe là, c'est Horizon perdu, qui est un film extrêmement étrange dans sa filmographie, génial, et relativement peu connu aussi. Vous voyez, donc parfois on va passer par des cinéastes très connus, mais qui ont fait des films qui le sont un peu moins. Alors ce soir, pourquoi commencer par Miami Vice? En fait, il n'y a pas de raison, hormis le fait que ça me semblait intéressant de commencer par un film qui ne soit pas d'emblée estampillé comme un chef-d'œuvre pour le coup. Lorsque Miami Vice est sorti, je me souviens que la critique a été moyennement convaincue. Il faut avoir ça en tête quand on voit le film. Donc c'est un film sur lequel il y a encore un travail critique à faire. Moi, je suis convaincu que c'est un des plus grands films de Michael Mann, et je suis convaincu que Michael Mann est, sinon le plus grand, en tout cas un des cinéastes américains en activité les plus passionnants qui soit. Ce que je pense vraiment, c'est que je pense que c'est le plus grand. Mais pour être un peu diplomate, je dirais que c'est un des plus grands. Voilà. Et donc, lorsque Miami Vice, qui est son 9e film, sort en salle en 2006, je me souviens très très bien qu'à l'époque, les avis sont relativement mitigés et le succès n'est pas totalement au rendez-vous d'ailleurs. Hein. C'est important de savoir que le film que vous allez voir, qui a coûté plus de 150 millions de dollars, on est complètement sur les rails du blockbuster. Ça me semblait aussi intéressant de commencer par là, hein, d'avoir d'un côté un film qui est objectivement un blockbuster en termes de production,
et qui en même temps est totalement un film d'auteur. Et ça pour moi, je vous l'ai souvent dit, la force du cinéma américain quand il tient ces deux jambes-là. Hein. C'est-à-dire qu'il arrive à être à la fois totalement du côté du divertissement, vous me direz si ça marche, et en même temps c'est un des films les plus radicaux à mon avis, réalisé par Michael Mann. Et quand on voit le film aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce que des producteurs ont mis autant d'argent sur un film aussi radical, hein, selon quel tour de magie, hein, quel fou, en l'occurrence Michael Mann, a réussi à leur faire croire qu'il allait leur donner ce film-là pour finalement leur fournir un film totalement différent. Alors, ce film-là, en l'occurrence, mais je vous reparlerai un peu plus longuement tout à l'heure de Michael Mann, ce film-là, en l'occurrence, que les gens attendaient, et une partie de la critique, et les fans, et les producteurs, c'était l'adaptation au cinéma d'une série télévisée qui a fait connaître Michael Mann au grand public américain d'abord, ensuite français, qui est la série Miami Vice, Deux flics à Miami. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des épisodes de ça, s'ils se sont habillés à l'époque comme Sonic Rocket ou Ricardo Tubbs, Ton Pastel, enfin vous voyez, la mode des années 80. Hein. Bon, dans les années 80, Michael Mann, qui évidemment a déjà, j'y reviendrai, un certain âge, va être le producteur exécutif, mais en fait le grand gourou de cette série qui aura un succès absolument incroyable pendant 5 années. Ça va durer de 84 à 89. Et donc Mann devient, on pourrait dire, une sorte de producteur exécutif rentable de la télévision. Il a fait 2 films auparavant, mais le deuxième film qu'il a fait n'a pas du tout marché, en l'occurrence La Forteresse Noire, The Keep. Et son premier est un chef-d'œuvre incroyable, Le Solitaire, Sif avec James Caan. Et donc, après l'échec de The Keep, il revient voilà, un peu timide à la télévision et il va, dans les années 80, créer cette série télé et d'autres d'ailleurs, une autre qui est formidable, moins connue, mais que lui d'ailleurs préfère, qui s'appelle Crime Story, qui date de 86, qui est aussi une série télé sur le monde du milieu des criminels, des gangsters, des rapports entre la loi et la mafia, mais cette fois-ci qui se situe pendant les années 50, on pourrait dire un peu avant, en gros au moment de la guerre froide, si vous voulez, ça se passe à Chicago, qui est la ville dont Michael Mann est natif. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film que les gens attendaient, c'était une version sur grand écran de Deux flics à Miami. En vol de flamant rose, bikini au ralenti, voilà... Vous voyez tout à fait toute la bande son FM de l'époque, Phil Collins, Pat Benatar, un truc très solaire, des pluies, du dollar, du champagne, des maisons art déco de Miami. Bon, attention, la façon dont j'en parle, on a l'impression que c'est Plus belle la vie façon Miami. Pas du tout. C'est une série extrêmement intéressante, mais à l'époque qui a été surtout vue comme une version, alors on pourrait dire un peu MTV, hein, si vous voulez, des flics. Hein, on n'avait jamais vu des flics comme ça. Bon, et donc quand on donne l'argent à Michael Mann pour produire, enfin coproduire parce qu'il est toujours coproducteur de ses films, tout simplement l'adaptation à une époque où les séries télé arrivent dans le cinéma américain, Starsky et Hutch, Drôle de drame, tout le monde se met à adapter les séries cultes des années 70-80, arrive le moment évidemment de Flic à Miami et on lui propose, à lui qui a été le producteur exécutif, d'adapter la série. Le problème, c'est qu'entre ce que les gens vont attendre, une version grand écran de 2 heures de la série, et ce que Mann va donner, l'écart est absolument colossal. Hein. Et d'ailleurs, dès le premier plan du film que vous allez voir, on a compris qu'on n'est plus du tout dans l'univers esthétique et même mental et affectif de la série télé. Pas du tout. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de ça, on a une des raisons pour lesquelles le film n'a pas tant marché, c'est que beaucoup de gens ont été un peu désarçonnés par cette adaptation qui est tout sauf une adaptation, évidemment. Vous savez, les grands génies d'Hollywood, ils ont cet art de l'arnaque productive, si vous voulez. Il faut toujours faire croire à un producteur qu'on lui va donner quelque chose alors que finalement on produit autre chose derrière. Il y a beaucoup de grandes réussites du cinéma américain qui sont fondées sur ce malentendu. Et là, il y a eu ce malentendu. Et Mann va donc faire Miami Vice. Alors, je vous laisse un peu le découvrir. Je ne sais pas qui connaît la série télé parmi vous. Voilà. Ouais. Donc, il faut, à mon avis, mais on en reparlera après, il faut faire le deuil de la série télé. Il n'y a pas Phil Collins qui arrive à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça du tout. Donc on est sur complètement autre chose. Il faut dire que le film a été tourné en caméra numérique, HD. C'est extrêmement important parce qu'une des caractéristiques de Michael Mann, c'est que c'est quelqu'un qui a été toujours très au fait des avancées technologiques. Et pour cette raison-là, il fait beaucoup penser à un autre cinéaste qui est Stanley Kubrick. Et Mann adore Kubrick. Et évidemment, il y a un lien entre les deux cinéastes. Hein, des hommes qui sont fous de contrôle, obsédés par la place de l'humain dans la société contemporaine, obsédés par la façon dont la technologie, il ne s'agit pas d'être
d'être pour ou contre, mais de l'embrasser, de voir ce qu'on peut faire avec. Et vous allez voir que lorsque, moi je me sens très bien, je terminerai là-dessus, quand Miami Vice sort en 2006, il me semble qu'on n'a jamais vu, mais absolument jamais, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, et pourtant on tourne avec la HD, mais personne ne s'est tourné avec la HD comme Michael Mann, on n'avait jamais vu tout simplement une réalité, des nuits, des nuages, une couleur, une densité pareille sur un écran de cinéma. Ce qui fait qu'il y a un choc esthétique d'abord visuel, qui est à mon avis absolument fascinant, et qui est notamment dû à la HD. Il faut rappeler que la HD, que Mann a été un des premiers à utiliser, il a commencé à tourner quelques séquences dans Ali, pour ceux qui s'en souviennent, le biopic sur Mohamed Ali, et ensuite une grande partie, notamment de Collateral, film avec Tom Cruise et Jamie Foxx en 2004. Et il viendra après Miami Vice, 3 ans plus tard, il va tourner Public Enemy, qui est une sorte d'autres biopics autour de la vie de John Dillinger. Voilà. Donc l'actu de Michael Mann, c'est simplement évidemment que pour son prochain film, sort l'année prochaine, au milieu du mois de janvier. La sortie d'un film de Mann, c'est toujours un événement parce que c'est lui qui donne les standards de ce que va être le cinéma américain. Ils ne sont pas 36 comme ça, il y a lui, il y a Cameron, ils sont très peu nombreux, qui donnent les standards de ce que va être le cinéma américain dans les années qui viennent. Et pour moi, la puissance du cinéma de Mann, je me dis que dans 30, 40, 50 ans, quand on voudra voir à quoi ça ressemble, le monde contemporain, il n'y a pas beaucoup de cinéastes qu'on ira chercher, pas beaucoup. Mais par contre, Mann, oui. C'est-à-dire que moi, quand je vois Miami Vice, je comprends l'époque, la société dans laquelle je vis. Absolument. Beaucoup plus que certains films que je ne citerai pas. Donc, il ne faut pas que je bouge. Alors, écoutez, bonne projection et on se voit donc tout à l'heure pour le débat sur Miami Vice. Merci beaucoup. Qui parmi vous ne l'avait jamais vu, ce film? Ah ouais, quand même. Est-ce que certains d'entre vous l'ont pas du tout aimé? Non mais, vraiment, hein. Vous êtes endormi, vous? À cause du film ou à cause de vos médicaments? Alors, avant qu'on échange, mais en espérant qu'on échange vraiment à la fin, hein, parce que je dis toujours ça, mais en fait, je voulais vous dire deux, trois choses. La première, c'est que la lumière que j'ai dans la tête, elle est terrible. Ah oui, c'est la Projo. La version que vous avez vue là, c'est pas la version qui est sortie en salle. Je tiens quand même à le préciser, enfin je l'ai appris, je ne le savais pas, hein. C'est que quand vous vous intéressez à Miami Vice aujourd'hui, et notamment depuis la sortie du DVD et du Blu-ray, il y a 2 versions disponibles. Bon, il y a une version qui est sortie en salle, dont je vous parlerai, qui n'est pas celle-là. Il y a évidemment des différences minimes, hein, voilà, qui ne sont pas hyper importantes, mais quand même. Je pense que je vous dirai rapidement, je pense que c'est quand même des différences qui comptent quand on s'intéresse à la fois au film et évidemment à Mann en particulier. Donc première chose, c'est pas cette version-là que vous avez vue. Cette version-là, elle a été parfois présentée comme la Director's Cut, ce qui est sous-entendu, ça serait la version que Mann préférerait. C'est évidemment faux. Il y a 2 versions qui ont été tournées par Michael Mann du film, et les 2 versions, il le dira plus tard, lui plaisent autant l'une que l'autre. Là, vous avez vu le montage qui est sorti qu'en vidéo. Alors, les différences, je pense qu'il n'y a pas à choisir. Moi, je me base plutôt sur la version du film qui est sortie en salle. Alors, les différences entre cette version-là, celle que vous venez de voir, et la version salle, il y en a quelques-unes, mais les 2 plus importantes, me semble-t-il, ou je dirais même presque la seule, la plus importante, c'est la séquence d'ouverture. Tout à l'heure, je vous disais, vous allez voir, l'entrée en matière de Miami Vice, elle tranche assez radicalement avec l'univers de la série, etc. Et quand vous avez vu la séquence d'ouverture, en tout cas celle-là, ça tranche pas vraiment, ou pas des masses. On se dit, bon, il a fumé, il a bu, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui nous a été promis, c'est pas ce qui arrive du tout. Normalement, la longue séquence de hors-bord, avec la séquence générique qui apparaît dans cette version-là, dans la version sortie en salle, elle disparaît. Et le film s'ouvre très directement avec les images en contre-jour des danseuses sur les écrans vidéo de la boîte de nuit. C'est comme ça, normalement, qu'on rentre dans Miami Vice. Je dis ça parce que c'est important. Parce que je pense que c'est une ouverture qui est sans doute beaucoup plus radicale. Alors pourquoi Mann
décide pour la version vidéo de rajouter cette séquence d'ouverture, sans doute parce que le film n'a pas eu exactement le succès escompté, il a plutôt correctement marché, mais ça n'a pas été du tout le carton imaginé, et que Mann, comme une sorte de correctif, hein, on pourrait dire faisant un pas en arrière par rapport à la radicalité de son film, a choisi de faire une séquence d'ouverture qui nous introduit de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, plus agréable et beaucoup moins violente dans l'univers, ce qui fait qu'au début, on a le générique, on a ces belles images de hors-bord, ces espèces d'images de cette façon que a toujours Michael Mann de surfer sur le monde. Quand on voit un film de Michael Mann, on a l'impression de faire du surf sur le monde, tout est toujours comme ça, très très aérien, en suspension. On commence sous l'eau, on voit les deux personnages, ce qui permet de mieux comprendre quel est le personnage d'Isaac de Bancolé, Neptune, qui va débarquer dans la boîte, alors que là on ne sait pas au début qui c'est. On ne sait pas non plus que celui qui joue le rôle de Zito, l'un des flics, est flic au début, hein, lorsqu'on débarque uniquement sur la séquence de la boîte de nuit. Bref, c'est une façon de donner, on pourrait dire, de tendre quelques perches au spectateur qui aurait été, selon Mann, peut-être un peu traumatisé par la façon dont son film s'ouvrait en salle. Il s'est dit, bon, on va commencer beaucoup plus cool. On ne va pas commencer par cette espèce de plan un peu violent, presque illisible, et on va, voilà, de manière aussi à faire une sorte de, non pas de lien, mais en tout cas à ce que la transition entre l'univers de la série télé et le film soit un tout petit peu plus facile dans la version que vous venez de voir là. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi d'autres petites modifications, notamment sur la bande son et sur la bande originale. Hein, lorsque Sonny et Ricardo partent pour aller échanger, pour l'échange d'argent final avant la grande fusillade, il y a une très 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 belle musique qu'on entend dans la version originale. Là, vous avez eu Phil Collins à la place, qui était aussi une façon pour Mann de remettre un signal, attention, c'est Miami Vice, la série aussi que vous avez aimé, parce que beaucoup de fans de Miami Vice, la série, ont été un peu désarçonnés par le film, et certains ont voulu à Michael Mann d'avoir pris le contre-pied absolu de cette série que lui avait aidé à avait permis de construire. Il ne comprenait pas pourquoi le film ressemblait si peu à l'univers de la série. Donc voilà, comme une sorte de petite réparation en vidéo, il leur a mis en plus Phil Collins, parce que Phil Collins faisait partie de ces quelques chanteurs, compositeurs, artistes très identifiés, années 80, récurrents, et ayant servi de bande-son à quelques-unes des séquences les plus fameuses, évidemment, de la série télé. Donc voilà, tout ça pour dire que la séquence que vous avez vue là, c'est une séquence qu'on pourrait dire qui est une sorte de léger correctif par rapport à la version qu'a voulu Michael Mann en salle à l'origine. Bon. Tout ça c'est dit parce que quand je vais vous parler un peu précisément du film, je pense que la séquence d'ouverture, elle est très importante. Évidemment, tout est important dans le film, mais la façon dont on entre dans le film dit énormément de choses, à la fois sur quel est le projet du film, de quoi ça parle vraiment, Miami Vice. Bon, d'accord, on a compris, on cherche un traître à l'intérieur d'une officine de l'État, on va savoir au d'un moment que c'est le FBI, mais première chose, est-ce qu'on a le sentiment que les positions sont claires? Dans la séquence d'ouverture est fait pour brouiller évidemment tout ça. On ne sait pas qui est le flic, qui est l'infiltré, qui est le gangster. Ils portent tous les mêmes habits, ils se comportent tous de la même façon, ils ont les mêmes codes, hein, ce qui est évidemment très intéressant. Alors que la séquence d'ouverture, on voit qu'elle pose de façon presque un peu trop évidente au début qui sont les flics et qui sont les malfrats. Alors que si on commence par la séquence de la boîte de nuit, il nous faut nous du temps, et d'ailleurs certains détails dans l'image, pour commencer à identifier. Une manière pour Mann de dire que, évidemment, la différence entre les flics infiltrés et le milieu mafieux criminel est extrêmement ténue. Et c'est d'ailleurs évidemment un des sujets du film. On lui dit, est-ce que tu es sûr qu'à force d'être infiltré, tu ne vas pas couler, hein? Ça, c'est évidemment un sujet du film. Et je pense que la séquence d'ouverture, un peu violente, comme ça, dans la boîte de nuit, montre beaucoup plus ça. C'est aussi beaucoup plus proche du projet de Michael Mann, qui est... alors ça, j'y reviendrai peut-être quand on voit l'évolution de sa filmographie, qui est de... J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Paul, d'ailleurs, on parlait de ce montage-là, et moi je me disais que lorsqu'on revoit tous les films de Michael Mann, entre son premier long métrage pour le cinéma qui date de 81, qui s'appelle Le Solitaire, jusqu'à Miami Vice, hein, donc réalisé 25 ans plus tard, en 2006, on se dit qu'il y a beaucoup d'évolution chez Mann. Alors, en même temps, il y a des choses qui restent, c'est un vrai auteur, il y a des obsessions, on y reviendra, des motifs qu'on retrouve dans chacun de ses films, c'est presque des marques de fabrique. Moi, il me semble qu'en 20 secondes, on a repéré un film de Michael Mann, comme ceux qui ont vu la bande-annonce de Black Hat, son prochain film sur YouTube, en 2 plans, on sait que c'est du Michael Mann. Mais je dis ça presque de façon publicitaire. On a presque le sentiment que Mann est devenu le meilleur publicitaire de sa propre marque auteuriste. Ça, c'est très intéressant, j'y reviendrai, parce qu'il a beaucoup tourné aussi, Michael Mann, de publicité. Pas des publicités pour Michoko
ou Yoplait, hein, mais pour Ferrari, Mercedes, enfin bon, c'est intéressant. Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a produit, à mon avis, un des cinémas les plus critiques de la société contemporaine, et en même temps qui en joue parfaitement le jeu. Hein, j'y reviendrai. Et donc tout ça pour dire que dans l'évolution du cinéma de Michael Mann, il y a le sentiment, si vous voulez, mais stylistiquement, qu'on est passé au début vers une forme relativement classique de narration, avec beaucoup d'éléments qui sont racontés, les personnages sont expliqués, développés, ils ont des dialogues pour dire tout ce qui se passe. Et au fur et à mesure de l'évolution de sa filmographie, et quand on s'intéresse un peu à Mann, on sait qu'il y a 2 dates clés dans cette évolution-là. C'est 92, Le Dernier des Mohicans, qui est son premier gros succès, qui va l'installer à Hollywood comme un cinéaste, on pourrait dire à la fois bankable, en qui on peut faire confiance, etc. Une sorte de super auteur, si vous voulez. Et puis, son premier chef-d'œuvre, le film bascule, évidemment, c'est Hit, en 97. Je ne sais pas si vous avez tous vu Hit. Qui n'a pas vu Hit, surtout, parce que ça, le scandale est là. Voilà. Donc vous savez, hein, bon. On peut en dire plus, mais Hit, qui est vraiment un des grands films des années 90, et qui est film de 3 heures avec Al Pacino et Robert De Niro, j'y reviendrai un peu, et qui marque dans la carrière de Michael Mann une sorte de bascule. Il y a dans sa filmographie un avant et un après. Je pense que à partir de Hit, Mann est en pleine possession de ses moyens et en fait est déjà le cinéaste qu'il est maintenant. Alors qu'il se cherche encore, avant, tout est déjà beaucoup là, mais il y a encore une forme d'incertitude, d'immaturité ou de petites choses, quoi. Mais à partir de Hit, je pense que là, on atteint le Mann à 100% de ce qu'il est aujourd'hui, si vous voulez. Alors, ce que je voulais dire par rapport à cette espèce d'évolution, c'est qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de sa carrière, c'est quelqu'un qui n'a cessé d'enlever tout ce qu'il pouvait à l'intérieur du cinéma classique. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins dans le film d'informations qui sont explicitées ou données. Il y a de moins en moins de plans d'ensemble qui nous présentent où on est au départ. Ce qui fait que c'est un cinéaste qui est allé vers la soustraction progressive. Et d'ailleurs, à mon avis, à tel point que Miami Vice, c'est un film qu'on comprend à 30% la première fois et que c'est au bout de 4-5 visions qu'on commence à comprendre ce qu'il faut voir dans le cadre. Hein, véritablement. Parce qu'il met le strict minimum pour qu'on comprenne les choses. Il n'y a aucun plan redondant dans le film, à aucun moment il y a un dialogue qui va expliciter quelque chose. Non, c'est soit un détail, soit quelque chose à l'arrière du plan. C'est-à-dire qu'il a cette espèce à mon avis, de folie un peu dangereuse, de faire reposer les grands narratifs, les grandes, si vous voulez, chevilles du film sur souvent des toutes petites choses. Je pense par exemple à la première rencontre entre Montoya et donc Isabella. On peut dire que ce sont des partenaires à la fois économiques et sexuels, et puis Ricardo et Sonny. Ce qui est bien fascinant dans cette séquence, c'est la différence de lecture que les 2 personnages ont de ces mêmes événements. Il y a d'un côté Ricardo, c'est l'homme qui a la tête sur les épaules, c'est l'homme qui n'oublie jamais ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un flic. Et donc il est infiltré, mais il sait, en fait, on pourrait dire que c'est celui qui tient la boussole morale. La boussole de la loi, c'est Ricardo qui l'a, Jamie Foxx dans le film. L'autre, c'est celui dont la boussole est complètement affolée, qui au bout d'un moment ne sait plus où il est. Et il y a dans cette fameuse séquence, pour moi une des plus belles séquences du film, et une des plus importantes, qui d'un seul coup nous dit, attendez, vous pensez que Miami Vice est un polar avec 2 flics qui tentent de trouver des infiltrés? Cette séquence-là nous dit, non, c'est pas ça. C'est un film de guerre sur le capitalisme contemporain. Ce qui est plus du tout la même chose. C'est un film qui change complètement d'échelle au milieu. C'est que ça se présente comme un petit film, quoique quand on voit la mise en scène, on a vite compris que c'est pas ça. Mais bon, ça se présente comme un polar assez classique, avec des motifs assez classiques, les infiltrés, les gentils, les méchants, la surveillance, etc., etc. Et le film au milieu, et d'ailleurs il s'assombrit à ce moment-là, dans son humeur, change complètement de braquet à partir du moment où il rencontre non pas le petit homme de main, le génial d'ailleurs John Ortiz, José Hierro, qui est le type à l'ancienne, celui qu'on croit toujours que c'est lui le mafieux, hein, qui effectivement a des goûts et un peu vulgaires, un côté un peu nouveau riche. Il est rassurant ce type-là, parce qu'en fait on l'identifie vite comme un type mafieux. Mais on se rend compte que là-dedans, le vrai problème, c'est l'autre. Et l'autre, il ressemble à un homme d'affaires, il s'exprime extrêmement bien, il est nickel sur lui, on a l'impression qu'il sort du CAC 40, vous donnerez mes amitiés à votre famille, et là, ça glace le sang littéralement. Hein, c'est ça, mon avis, et c'est ce que comprend Ricardo à ce moment-là. Il comprend qu'ils ont basculé d'échelle. Hein, c'est qu'ils vont, et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est menant l'enquête en même temps sur qui est la taupe, ils vont mener l'enquête sur le monde contemporain. Et nous, normalement, que je pense qu'à la fin de Miami Vice, on en sait un peu plus,
on pourrait dire, sur le monde contemporain grâce à l'enquête. Autrement dit, l'enquête est une investigation métaphysique, et je dirais même surtout politique chez Michael Mann. C'est qu'à la fin du film, la question de qui a tué, en fait, et vous voyez bien la façon dont Mann évacue la fin, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que, ou bien on se dit, bon là je suis un peu dans tous les sens, mais ou bien on se dit à la fin du film, bon, du point de vue de l'enquête, c'est une catastrophe. Si on est un peu, voilà, un peu pragmatique, l'enquête, alors ben oui, donc bon, bah, Hierro, d'accord, il a explosé comme Jackson Pollock, ça c'était prévu dès le début, on l'avait prévenu, bon, très bien, mais on sent bien que Hierro c'est rien du tout, c'est un homme de main qui en a des dizaines, et pas uniquement d'ailleurs pour le coup aux États-Unis, à Miami, c'est qu'on voit bien que un des sujets du film, c'est la mondialisation du crime. On passe en un raccord du Paraguay au Brésil, à Miami, à Genève, il y a quelque chose de vertigineux dans la façon dont Mann traite l'espace dans ce film-là. Bon, et donc à la fin, celui qu'on va chercher, et ben voilà, la baraque est vide, hein, à côté des très très belles chutes d'Iguazu d'ailleurs, il n'y a plus rien. Donc celui qu'on a cherché, il a disparu, et éventuellement Trudy, la fille, sort de son coma, mais rien ne garantit qu'elle va pouvoir vivre. Et la femme dont Sonny est tombée éperdument amoureuse, qui est dans un film de Mann, dit beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'il a incarné une utopie possible dans un monde complètement grisou. Elle s'en va, et il lui dit très gentiment, personne ne te suivra, et moi non plus. Bon. C'est-à-dire que la fin, elle est totalement déceptive dans Miami Vice. Alors, soit on se dit, quand même 2h15 de film d'enquête pour à la fin, ça, c'est un peu court. Voilà. Ou alors on se dit, c'est quoi le sujet de Miami Vice? C'est évidemment pas l'enquête, c'est évidemment pas cette histoire de deux hommes infiltrés qui pénètrent le monde mafieux. C'est via cette histoire-là, à mon avis, et moi c'est pour ça que je trouve ce film absolument vertigineux, je pense que c'est un des grands films des années 2000, c'est sans doute un des films qui a le mieux saisi ce que sont à la fois les rapports de force, la collusion entre, on pourrait dire, une économie blanche et une économie noire, le rapport à la mondialisation, le rapport au capitalisme, la place de l'humain, de l'humanité à l'intérieur de ce monde-là, etc. C'est un des plus grands films, me semble-t-il, qui a fait le constat de ce qu'est notre époque des années 2000, c'est Miami Vice, via, comme toujours chez Michael Mann, la voix du genre. Autrement dit, chez Mann, il n'est jamais quelqu'un qui commence avec un discours en tête en nous disant « je vais parler du capitalisme aujourd'hui ». Enfin, il ne fait pas le Capital de Costa Gavras. Vous voyez, quand Costa Gavras fait le Capital, il raconte le Capital. Et en fait, tout ce qu'il raconte, on sait déjà. Ou alors, c'est dit de façon, si vous voulez, extrêmement... c'est asséné un peu comme une thèse, si vous voulez. Ça nous raconte des choses qu'on sait déjà politiquement. Et donc les personnages dans un film comme Le Capital avec Gavras ne sont là que pour incarner une idée qui préexiste au film. Chez Michael Mann, ce qui est génial, c'est qu'il part toujours de petites choses, et la petite chose, c'est le genre. Je vous ai souvent dit ça il y a 2 ans au moment du cinéma américain, c'est comme ça que le cinéma américain est grand, il s'avance toujours masqué. On pense que c'est un petit film de genre, un polar, un petit film d'horreur, un petit mélo, etc. Et à la fin, on a appris vachement plus sur le monde qu'un film qui commence avec un plan large, vous voyez, et qui aurait une ambition avec un grand sujet. Chez Michael Mann, c'est toujours extrêmement profond, très puissant politiquement, mais ça tient sur des sujets tête d'épingle. Sonny et Ricardo infiltrent un gang de cartel, c'est rien du tout, quoi. Mais par contre, ce qu'à la fin, on a appris sur ce monde-là est évidemment beaucoup plus fort que ce qu'on aurait appris avec un film dont ça aurait été le projet. Je dis ça parce que c'est très important chez Mann qu'à chaque fois, on a toujours 2 récits, voire parfois même un peu plusieurs, et il faut toujours, mais ce qu'on dit de Mann, on pourrait dire de beaucoup d'autres films, il faut toujours identifier quel est le récit qui est caché par le récit du genre. Vous voyez, c'est toujours le côté populaire et auteur. Michael Mann, c'est un super auteur, au sens auteur à la puissance 10, c'est-à-dire qu'on reconnaît un film de Mann très très vite, à sa façon de filmer, à son goût des couleurs, à la mélancolie, au personnage qui se tourne vers la vitre, et cette vitre est toujours occupée par une sorte d'océan, de lac, etc., par une façon de filmer les voitures. On n'a jamais vu filmer des voitures ou des machines comme dans les films de Mann. Toujours un truc extrêmement bizarre où la caméra elle est à la fois solidaire de la voiture et de la machine, elle est à côté mais sans être complètement fixée. Il y a toujours, ce qui serait très beau chez Mann, c'est que la caméra, elle cherche toujours sa place dans le plan. Qu'elle cherche sa place, ça veut dire qu'elle n'est jamais sûre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle n'est jamais sûre de la place, on pourrait dire, de l'humain des années 2000 dans ce monde technologique et machinique des années 2000. Et elle n'en est pas sûre. Et donc la caméra, elle a la charge de filmer ça, cette espèce d'ajustement permanent. Et vous voyez bien, quand vous regardez un film comme Miami Vice, et c'est vrai dans beaucoup d'autres films de Michael Mann, évidemment, on pourrait citer Collateral, The Insider, qui est un des très très grands films qu'il a réalisé sur le fameux scandale du tabac, Révélation en français.
Ces films-là, ce sont des films qui s'interrogent aussi sur cette place, on pourrait dire, mais presque à l'image, avant même de partir dans des théories plus compliquées, etc., qui s'interrogent même presque dans la façon de traiter le personnage dans l'image, sur cette espèce d'incertitude nouvelle. C'est-à-dire que l'humain, de chez Michael Mann, un personnage est quelque chose à gagner. C'est-à-dire que la dimension héroïque des personnages, elle est extrêmement faible, là, quand vous y pensez. D'ailleurs, ce n'est pas inintéressant qu'au début du film, le film, si vous pensez, encore une fois, je pense à la version sale, on commence dans la boîte de nuit, et donc là, on est parti pour un truc un peu à l'ancienne, avec deux flics un peu costauds, qui passent comme ça dans la boîte de nuit, avec un procédé qui rappelle, pour ceux qui s'en souviennent, la boîte de nuit de Collatéral. Il y a un écho chez Michael Mann, c'est toujours reprise et variation. Il filme toujours les mêmes choses, mais il les reconsidère, il les réenvisage différemment. C'est à ça qu'on reconnaît, si vous voulez, évidemment, un auteur. Et donc, au début, on se dit, voilà, ce type-là, ce proxénète qui vient de prendre 3 filles, évidemment, on est voilà, l'archétype évidemment du maquereau, l'une d'elles est malade, elle va se faire buter ou battre, etc. Et là, on se dit, formidable, il y a les deux chevaliers blancs, Jamie Foxx et Colin Farrell, qui partent au secours, première action héroïque. Et là, ils y vont, paf! D'un seul coup, c'est plus l'action qu'on doit faire. Et là, de façon très très belle, parce que le film fonctionne beaucoup par à coup comme ça, on va quelque part et d'un seul coup, on bifurque vers autre chose de façon très violente, et le film n'avance que comme ça, jamais en ligne droite, toujours par à coup imprévisible, on ne sait jamais où on va. Et là, l'action héroïque, c'est ce que raconte à un moment donné Trudy sur la blague de la l'éjaculation précoce, j'aime beaucoup ça, parce que c'est un des principes évidemment du film. On est là, on est prêt, on bande, ça monte, et hop, paf, on passe sur le toit de l'immeuble. Attends, c'est pas ça le problème là, mon gars, il y a un de nos indiques qui a un problème, etc. Autrement dit, il fait monter l'action héroïque façon classique. On attend que Jamie Foxx foute une bonne paire de gifles à Neptune qui coffre la bande. Tu vois. Et en même temps, non. C'est-à-dire qu'il nous prive de ça. Et ça, c'est un truc intéressant. Alors, pourquoi ? Parce qu'on voit bien que tout l'intérêt du cinéma de Michael Mann, et notamment d'un film comme Miami Vice, qui est à mon avis un des sommets de ce point de vue-là, c'est que c'est un cinéaste qui est à la frontière permanente, on pourrait dire, du classique et du moderne. Voilà. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant chez lui. C'est quelle est la part de classique et de moderne. On voit bien qu'on n'a pas affaire à un cinéaste qu'on appellerait un cinéaste maniériste. C'est pas De Palma, c'est pas Peckinpah. C'est pas un cinéaste qu'on pourrait dire un cinéaste postmoderne, même si le postmodernisme est un sujet chez lui. Il y a des grandes phrases dans les hits là-dessus. Pacino qui est énervé par l'appartement dans lequel il vit, il le traite ce postmoderne de merde. Il en parle à un moment, c'est-à-dire Michael Mann a conscience de l'univers dans lequel il habite, évidemment. Et c'est pas non plus un cinéaste moderne au sens strict du terme, dans le sens où il y a quand même un genre, des motifs, des archétypes, des personnages, un récit qui se développe, etc. Et donc, cette espèce de mélange de classicisme et de modernité, pour moi, elle caractérise à la merveille ce qu'est le cinéma de Michael Mann. Alors, je vais y revenir là-dessus, mais d'abord, il faut que je vous dise quand même il y a plusieurs éléments, à mon avis, qui expliquent cette espèce de singularité, pour moi, de la position, à mon avis, absolument singulière de Michael Mann dans le cinéma américain contemporain. Mais notamment, c'est dû au fait que, parce que je ne vous l'ai pas dit au tout début, avant que le film ne soit projeté, c'est que Michael Mann, il faut quand même rappeler que c'est quelqu'un qui émerge sur la scène, on pourrait dire cinématographique, médiatique, au début des années 80, donc en gros 81, 82, 83, dans ces années-là, mais qui est né en 43. Il est né en 43, ça veut dire qu'il est de la génération de ce qu'on appelait, il y a 2 ans, les cinéastes du Nouvel Hollywood. Il a leur âge. Il a l'âge de Michael Cimino, il a 1 an de moins ou de plus que Martin Scorsese. Il a l'âge de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait très bien pu, si son sort avait été différent, être projeté dans le SIC à 2 ans. Il aurait normalement dû, Michael Mann, faire des films dans les années 70. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est né en 43, il est né à Chicago, très important. Je vous avais plusieurs fois dit, vous savez, la ville dont un cinéaste est natif, c'est important. Chicago, c'est des cinéastes qui n'ont pas beaucoup d'humour, mais qui ont une sorte d'ironie froide et glacée. C'est là que, voilà, Friedkin est de Chicago. Donc ouais, les films de Friedkin, vous comprenez, Philip Kaufman est de Chicago. Et d'ailleurs, Friedkin et Mann se sont connus, ont souvent échangé même des idées, des acteurs. Je rappelle juste que dans son film Le Sixième Sens, pour ceux qui l'ont vu, de Michael Mann, Manhunter, qui est la première adaptation donc, de Dragon Rouge de Thomas Harris, Michael Mann, à l'origine, voulait que Hannibal Lecter soit joué par William Friedkin, l'homme qui avait fait L'Exorciste. Puis Friedkin a hésité, finalement il a refusé. Bon. Mais Friedkin devait jouer le rôle du serial killer dans Manhunter de Michael Mann. Donc,
Tout ça pour dire que Mann est né à Chicago, il est donc totalement de cette génération de Nouvelle Hollywood. 43, c'est vraiment, on pourrait dire, presque l'année moyenne de tous ces gens qui vont révolutionner le cinéma américain dans les années 70. Si ce n'est que lui, il va partir, il va faire ses études d'abord de littérature, de psychologie dans le Wisconsin, et il va partir, notamment à cause de la guerre du Vietnam, et pour y échapper, il va partir à Londres. C'est-à-dire que donc on est en 67 à ce moment-là. Il part s'installer à Londres, et à Londres, il fait donc une école de cinéma, etc. etc. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, pendant que on pourrait dire que ses collègues, ses copains, font des films dans les années 70 aux États-Unis, lui, il est à Londres en train de faire des études de cinéma. Il fait des documentaires, d'ailleurs sur mai 68, c'est assez connu, mais Michael Mann a interrogé Daniel Cohn-Bendit dans un doc 68 commandé par la NBC, où la NBC l'envoie à Paris en disant mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est le bazar. Michael Mann y va, fait un documentaire, et un des premiers à faire un entretien pour les États-Unis de Cohn-Bendit à ce moment-là. Il va donc faire du documentaire, il va filmer des choses sur l'IRA dans les années 70, des courts-métrages expérimentaux, donc il fait ses armes, toujours à Londres, en Angleterre, et alors que le cinéma américain est en train de complètement se développer. Et lui est aussi à ce moment-là en train de louper ce train-là. C'est-à-dire que quand il va arriver à Hollywood, pour faire son premier film et puis long métrage, le nouvel Hollywood, c'est fini. Bon, ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que Michael Mann va à un moment revenir de Londres. Il va revenir évidemment aux États-Unis, mais au moment où il revient, on est au milieu des années 70, il n'a pas fait ses armes aux États-Unis, il n'est pas prêt pour tourner, alors que les autres sont déjà en train de faire des films depuis longtemps. Et donc, il va commencer à écrire des scénarios pour des séries télé, il se fait repérer comme ça, il collabore un peu à Starsky et Hutch, il fait quelques épisodes, l'univers criminel étant son univers à lui, si vous voulez. Il va réaliser différentes choses, il va travailler notamment sur le scénario d'un film formidable qui s'appelle Le Récidiviste Strike Time d'Oulu Grobar avec Dustin Hoffman et Teresa Russell, Redin Stanton, ça vous dit rien ça? Film formidable. Et je dis ça parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand on revoit Le Récidiviste, c'est pas inintéressant de savoir que Mann a bossé pendant 2 ans et demi sur le script, même s'il n'est pas crédité à la fin. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'idées dans ce film d'Oulu Grobar avec Dustin Hoffman. C'est Dustin Hoffman qui a demandé à Michael Mann de travailler sur le script. Et c'est assez drôle de dire que 35 ans plus tard, Michael Mann va retrouver Dustin Hoffman, non pas pour un film, mais pour une série télévisée qui s'appelle Luck, sur l'univers du turf, des paris, etc. Bon. Beaucoup plus tard évidemment. Le lien Mann-Hoffman, il a été tissé en fait extrêmement tôt. Et donc Michael Mann va collaborer à Starsky et Hutch, à ce film Récidiviste qui est un film absolument passionnant. Et puis de fil en aiguille, il va pouvoir réaliser en 79 son premier long métrage pour la télévision. En l'occurrence un film qui s'appelle The Jericho Mile, comme un homme libre en français, et qui raconte un film avec Peter Strauss qui se passe dans la prison. Alors, peu importe, dans une prison américaine, dans laquelle un homme est un passionné de course et se sert tout simplement de la course à pied pour tenter d'échapper, d'aller dans sa tête un peu plus loin que les murs. Bon, ce téléfilm-là aura un succès critique extrêmement important, à tel point qu'il sortira d'ailleurs ensuite dans certaines salles européennes, en salle directement. Mais, ce qui est son premier film-là, et il y a beaucoup de choses qui sont déjà là pour Michael Mann. Le temps passé avec les prisonniers, la connaissance parfaite du milieu, on pourrait dire aussi bien des pénitenciers que des flics, la loi, que tout ce matériel qui lui servira dans les 25 ans qui vont suivre, on pourrait dire qu'il l'emmagasine en cette fin des années 70. Il a déjà passé du temps avec Edward Bunker, il connaît par cœur les prisonniers, les bandes. C'est un fou furieux, Michael Mann, de la méticulosité. Quand il écrit un personnage, il y a 500 pages qu'il écrit sur lui. Beaucoup d'acteurs sont de vrais membres du FBI, vrais voleurs. Il y a chez lui une sorte de mystique de l'authenticité chez Michael Mann. Bon, ça, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est important. Pour lui, cette idée que tout est vrai. Quand il tourne Public Enemy, il va tourner sur les lieux précis où John Dillinger a des telles banques, et il va tourner au centimètre carré près la mort de Johnny Depp, John Dillinger dans le film, au centimètre carré près l'endroit où Dillinger est vraiment mort dans cette rue devant le Biograph Theater de Chicago. Johnny Depp dira c'est formidable, quand ma tête tombe, j'ai le sentiment que de sentir des Dillinger. C'est comme quoi c'est une mystique qui est communicative. C'est que même Johnny Depp croit à ça. Peu importe, ça le fait jouer d'une certaine façon. C'est ça que veut Michael Mann. Quand James Caan va jouer le rôle d'un cambrioleur de haut vol dans son premier film, il n'arrive pas 1 heure avant le tournage avec une espèce de perceuse en plastique. Pendant 4 mois, il apprend à vraiment être un perceur de coffre-fort. Et Michael Mann, James Caan le dira à la fin, j'aurais pu très bien percer un coffre, j'avais toutes les techniques. Et de vrais cambrioleurs lui apprennent, etc. C'est des tournages souvent harassants, les films de Michael Mann.
Il y a une anecdote d'ailleurs qui circule beaucoup à Hollywood, c'est que quand les gens sont choisis, même pour faire un petit second rôle chez Michael Mann, ils savent que ça va leur prendre beaucoup de temps, et que pour la plupart des acteurs, il y a à Hollywood, il y a deux choses, il y a deux rumeurs qui circulent, enfin deux rumeurs, de fait. Un, l'idée que bosser avec Michael Mann, c'est faire l'école Michael Mann, c'est-à-dire que plus jamais on fait le métier d'acteur une fois qu'on est passé par l'école Michael Mann. C'est quelqu'un qui bosse de façon extrêmement particulière, il faut évidemment le savoir et l'accepter. Et l'autre, et ça c'est une anecdote que racontait un acteur qui s'appelle Mark Ruffalo, qui jouait le rôle du flic dans Collatéral, et qui disait, il y a un truc assez marrant à Hollywood, parce que Mann vit à Los Angeles, il y a un truc assez marrant à Hollywood, c'est que disons un soir quelconque, si à 21h ou à 22h, quel que soit l'endroit où on est, les gens qui font la fête ou qui bossent, quelles que soient finalement les activités des uns et des autres à Hollywood partout, il y a un moment de la soirée, ils vont tous se dire au moins une chose qui est, et pendant ce temps-là, Michael Mann, lui, il bosse. Voilà. Ça, c'est important parce que c'est quelqu'un, Michael Mann, c'est évidemment, il est de cette trempe de ces cinéastes extrêmement méticuleux, hein, mais encore une fois, il y a par moments presque, c'est un obsédé du contrôle. Il n'y a rien chez lui, et c'est pour ça que quand on aime un film, on peut dire qu'on aime ou on n'aime pas, dans le sens où tout ce que vous voyez sur l'écran, Mann l'a voulu. Il n'y a pas un centimètre carré qu'il n'ait pas voulu. Il peut, par exemple, pour la séquence à Haïti, quand ils vont commencer à rencontrer pour la première fois Hierro, Mann a fait repeindre intégralement les maisons. Il voulait là qu'il y ait du bleu turquoise, là qu'il y ait du vert, et du jaune pâle. Pas du jaune foncé, du jaune pâle. Et donc il a décidé qu'il fallait repeindre intégralement les baraques. Hein, la voiture qui amène, par exemple, au début du film, enfin au milieu, Gong Li et Sonny, lorsqu'ils arrivent à la Havane avant la séquence dans la chambre, c'est une voiture qu'il a mis un temps fou à trouver. Il voulait exactement ce modèle bleu turquoise qui arrivait comme ça devant les immeubles Art déco. Ça ne l'intéressait pas. Donc évidemment, être production designer, c'est-à-dire en gros s'occuper du look d'un film chez Michael Mann, c'est un véritable défi. Donc quand on n'aime pas, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des plans qui posent problème pour le spectateur, ce sont des plans qui sont intégralement revendiqués par Michael Mann. Absolument. Un flou, tout ce que vous voyez, c'est lui qui l'a voulu. Et il peut attendre des heures. La discussion sur le toit au début, par exemple, entre les quatre, les deux, et puis l'homme du FBI et le chef de Miami-Dade, ils sont quatre à parler. La discussion a été enregistrée pendant des heures et des heures parce que Michael Mann attendait qu'il y ait un éclair dans le ciel. Et donc ils ont fait la séquence, puis à un moment donné, on voit papa, et ça dure mais un quart de seconde. Et pour ça, ils ont passé des heures sur le toit de ce parking. Bon. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Michael Mann, il va donc commencer à faire son premier véritable long métrage, grâce au succès du film dont je vous parlais, ce téléfilm qui s'appelle Comme un homme libre, Jericho Mile, en 80, c'est donc Le Solitaire. Bon. Et là, la carrière de Michael Mann aurait pu tout de suite prendre son envol, mais Le Solitaire va avoir du succès, et déjà un film qui est totalement un film de Michael Mann, en tout cas pas tant du point de vue de la forme, qui n'est pas encore, on pourrait dire totalement encore abouti, mais du point de vue du contenu. Un cambrioleur vieillissant, joué par James Caan, il vient de sortir de prison, grosso modo, et il décide de faire un dernier coup, qui va lui rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pour ça, comme il a envie d'aller un peu plus vite que le temps, ça c'est le problème des héros de Michael Mann, c'est qu'ils sont pressés. Ils ont conscience, time is luck, c'est un truc qui est répété sans arrêt dans le film. Ils ont conscience de leur propre finitude, si vous voulez. Donc, ils veulent intensifier le temps qu'il leur reste à vivre et brûler les étapes. C'est évidemment ce qui les perd en général. Et ce cambrioleur-là va accepter de pactiser avec une espèce de mafieux local. Et pactisant avec ce mafieux local, il met le doigt dans un système, on pourrait dire, de la mafia, du placement boursier et donc du capitalisme naissant déjà à ce moment-là, qui lui coûtera très très cher. Bon, on a cette figure-là d'un personnage qui se définit intégralement par ce qu'il fait. Vous avez vu que chez Michael Mann, il n'y a pas beaucoup, il y a zéro psychologisation dans le film. À aucun moment on dit, toi tu dis ça parce que tu penses ça. Jamais. C'est un vrai cinéaste américain dans le sens où c'est l'action qui détermine ce qu'on est, absolument. Il y a énormément de dialogues autour de techniques, de procédures, les vraies armes, les vrais outils. Il y a des pans entiers dans Miami Vice, et il y a pire, pour ceux qui ont vu Insider, il y a des pans entiers où on a juste une description du langage technique, de l'outil, de la technologie. Et ça, c'est très important. Parce que ça intéresse Michael Mann, de montrer que les types sont les vrais professionnels au sens du cinéma classique américain. En même temps, c'est bon, comme disait José Hierro à un moment donné, est-ce que tu es bon à ce que tu sais faire? Est-ce que tu es un vrai pro? C'est ça qui nous intéresse. Et puis il y a l'autre phrase très très belle de Montoya qui dit on n'achète pas en gros des intentions, on achète des résultats.
Ça, c'est bon. Et donc le professionnel est une figure typique du cinéma de Michael Mann. Le problème, c'est que le professionnel chez Mann, il n'a pas l'air très heureux. Il s'illusionne sur le fait qu'il est heureux, qu'il est très content, il fait très bien son job, il vole, il est flic, peu importe. Mais quand on voit l'évolution de James Caan dans Le Solitaire, l'évolution de De Niro et de Pacino dans Heat, l'évolution de Dillinger dans Public Enemy, ou là de Sonny dans Miami Vice, on se dit à quoi ça sert d'être un professionnel ? C'est ça le grand sujet, évidemment, des films de Michael Mann. À quoi ça sert d'être bon à ce qu'on fait ? On n'a pas de femme à la fin, on la perd. On n'a pas de vie privée, on passe son temps dans des endroits totalement impersonnels, post-moderne bullshit, on vit là-dedans. D'accord, on conduit des belles voitures, mais il y a un vide existentiel qui est gigantesque. D'où le plan mannien typique. Bon, là, je n'ai pas le temps de tout développer là-dessus, mais je veux dire, c'est à ça qu'on reconnaît un film de Michael Mann. C'est le moment où le personnage, dans une grande discussion technique, professionnelle, on est là vraiment d'un seul coup, s'abstrait du monde, de l'endroit où il est, de la discussion, et tourne généralement son regard vers une vitre et vers la mer. Et là, évidemment, la bande-son d'un seul coup change et se met à la hauteur mentale du personnage. Vous avez cette séquence où on voit Sonny se détourner vers la mer. On rentre subitement, mentalement, dans le désir de Sonny. Mais c'est quoi ce désir ? C'est la question que pose évidemment le film. C'est quelqu'un qui a un désir d'ailleurs. Et en tout cas, il a un désir d'être ailleurs que là où il est. Et ça, c'est très très beau, parce que c'est quand même, pour moi, c'est une façon de montrer un des problèmes, on pourrait dire, de la solitude moderne qui est géniale. Cette idée que comment est-ce qu'un individu peut vivre s'il ne pense pas qu'il y a un ailleurs, une utopie ? C'est ça que construisent tous les films de Michael Mann. Dans Collateral, pour ceux qui s'en souviennent, Jamie Foxx, pour survivre dans ce métier de chauffeur de taxi à Los Angeles avec des cons à l'arrière et une voiture rouge et or, il a une carte postale, tout simplement, des îles Fidji, des Maldives, pardon, qu'il a collée sur son rétroviseur. Et puis quand il en a marre du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire du monde comme ça, postmoderne, il regarde la carte postale pendant 4 secondes. Et il s'échappe mentalement. Et après, il revient dans ce monde. Ce qui fait que ce qui est assez beau dans Miami Vice, c'est que c'est la première fois dans tous les films de Michael Mann où Mann va non seulement faire le fameux plan, on pourrait dire le plan mélancolique à l'océan, on pourrait l'appeler comme ça, cette idée, il faut sortir de ce système, quoi. Et le système, c'est le capitalisme chez Michael Mann. C'est pour ça que c'est un des grands cinéastes, à mon avis, de ce que le philosophe américain Frank Jameson appelait le capitalisme tardif. Quand on veut comprendre ça, on voit un film de Michael Mann. Parfaitement, quoi. Et donc il y a le plan mélancolique à l'océan, mais très souvent il n'y a pas chez Michael Mann le moment où s'actualise ça. On a beau rêver sur des cartes postales, on a beau dire comme De Niro dans Heat, tu vois, Los Angeles de nuit ça ressemble aux îles Fidji, les algues, oui d'accord, mais c'est pas les îles Fidji, quoi. Ou alors on a beau dire comme Jamie Foxx dans Collateral, moi un jour je ferai pas ce boulot merdique que je fais provisoirement depuis 30 ans. Vous savez, c'est comme les garçons de café à Paris, ils sont tous serveurs depuis 30 ans parce qu'ils font une thèse sur Sartre. Là, c'est pareil. Un jour, j'en sortirai. Or, en fait, on n'en sort jamais. C'est ça qui est intéressant, c'est le statut de l'utopie dans cette société-là. Et dans Miami Vice, c'est la première fois que Mann donne à son personnage la possibilité de rentrer dans son propre désir. C'est pour ça que la plus belle, pour moi, séquence, enfin la plus belle, une des plus belles séquences du film, c'est évidemment la séquence d'échapper vers la Havane. Séquence qui dure 12 minutes, on a presque le sentiment qu'on a un film qui va à 200 à l'heure, qui est par précipitation d'ailleurs. C'est pas un film sur la vitesse, Miami Vice, c'est un film sur la précipitation. On a toujours le sentiment que les séquences sont écrasées par celle qui vient, que les actions ne se déploient pas vraiment, qu'on a réussi à tuer un type, on est déjà passé à autre chose, il n'y a jamais aucune satisfaction, aucune rétribution d'un truc vraiment accompli. On a vraiment le sentiment de voir des machines prises dans un espèce de système, dans une précipitation permanente. Et là, qu'on soit flic ou la loi, peu importe. À aucun moment, il y a ce repos, dire, oh, c'était formidable, on a libéré telle personne, on a enfin réussi à récupérer tant de tonnes à Barranquilla, pas du tout. On a le sentiment que ce sont des canards sans tête qui avancent. Mais c'est ça le cinéma de Michael Mann. Et le problème, c'est que le canard sans tête, c'est qu'à un moment donné, la tête, elle est quelque part et elle pense quand même ça. Et donc, il faut ces moments utopiques chez Michael Mann. Et là, il va offrir à son personnage, donc Sonny, joué par Colin Farrell, cette échappée. On pourrait dire, pour moi, cette échappée, c'est l'échappée à laquelle rêvent tous les héros de Michael Mann depuis, en gros, 81. Ça faisait quasiment, on pourrait presque dire, 30 ans qu'on attendait le moment où le type allait prendre son hors-bord et aller foncer droit sur la ligne, parce que c'est ce qui est très très beau, la façon dont Mann met en scène ça. C'est une page nouvelle.
On est prêt dans un jeu vidéo au moment où on sort du système qui a été programmé. Vous savez, moi je joue pas beaucoup, mais mon fils m'a déjà montré ça, c'est que quand vous savez, il y a des bugs dans les jeux vidéo, il y a des moments où on sort du jeu, de la grille programmée. Et là, indéfiniment, on est sur une zone blanche qu'on peut parcourir avec une voiture ou un hors-bord ou un tracteur, enfin ce qu'on veut, hein, à l'infini, qui évidemment ne mène nulle part. Et j'aime beaucoup la façon dont Mann filme cette échappée-là. C'est-à-dire que, alors qu'on était jusqu'à dans un univers un peu post-industriel, extrêmement lumineux, le béton, la voiture, la machinerie, les appareils d'écoute, la surveillance, hein, et d'un seul coup, il fait table rase de tout ça. Il n'y a plus du tout d'appareil. Il y a le hors-bord qui trace sur l'océan qui est considéré là comme une page vierge, mais très littéralement. Est-ce qu'on peut écrire une histoire vierge, nouvelle, entre ces deux individus, hors du système? Le système étant tout ce qu'on a vu derrière, hein. Réponse évidemment non. Bon, ça je ne peux pas trop développer, mais vous l'avez compris, on ne peut pas en sortir. Hein. Quand Gongli lui dit, cette très belle phrase, lui dit, mais tout ce que tu vois autour de toi appartient à Jésus Montoya, ça c'est quelque chose qui est, ça me permet quand même de terminer sur le paradoxe dont je vous parlais au départ. C'est que c'est quoi ce cinéaste qui naît en 1943, qui ne fait pas ses films aux États-Unis pendant que les autres font Nouvelle Hollywood, et qui revient donc trop tard. On peut considérer ça comme ça. D'autant plus qu'à Londres, il a fait ses études avec des gens qui s'appellent Ridley Scott, Adrian Lyne, Alan Parker, toute la fine fleur de ce qu'on appellera le cinéma look un peu publicitaire des années 80. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais on sent que cette idée du plan dont la séduction pourrait par moments côtoyer la publicité est quelque chose qui est présent chez Mann. Il ne faut pas l'évacuer en disant non, c'est pas, non, si. Quand on voit Miami Vice, il y a des moments où j'ai envie d'avoir le hors-bord, quoi. J'ai envie d'avoir la voiture. Bon, ça veut dire quoi? C'est quoi ce film qui produit la critique du système capitaliste d'aujourd'hui, de la technologie, de la mondialisation, des mafieux qui sont juste des types qui regardent Bloomberg TV toute la journée? C'est quand même intéressant. Hein. On est loin des bas-fonds avec les types crapoteux, etc. Le type, c'est le CAC 40, quoi. C'est ce que filme exactement Michael Mann. Et en même temps, à mon avis, une des grandes forces de Mann, et je pense qu'il est le seul à le faire, c'est qu'il a compris, et c'est peut-être parce qu'il a commencé au début des années 80, à une époque où l'Amérique changeait complètement, où le rapport à celui de consommation changeait complètement, il a compris qu'on ne peut pas produire la critique d'un système, en l'occurrence ce capitalisme qui arrive triomphalement aux États-Unis après les début des années 80, dont il a été lui totalement contemporain. On ne peut pas produire la critique de ce système-là, un, si on ne se met pas un peu à distance, et deux, surtout, si on n'en reconnaît pas la part de fascination. Voilà. Ça, qu'on a compris ça, me semble-t-il, on a compris ce Michael Mann et sa singularité absolue. Il n'y a aucun autre cinéaste qui arrive à maintenir à la fois une critique, voire une forme de désenchantement, d'illusion on pourrait dire de description extraordinaire sur ce que la société contemporaine, hein, mais véritablement, et en même temps, sans pour autant, hein, on pourrait presque dire, oublier que si on est là-dedans, c'est aussi parce que c'est fascinant. C'est aussi parce qu'une caméra posée sur l'aile rutilante d'une Ferrari sur une autoroute de Miami, c'est fascinant à voir. Voilà. Il y a, et pareil, vous avez vu quand il filme les deux avions qui s'envolent, il y a une espèce... Alors, ce qui est ça qui est intéressant, c'est ce qui rapproche Mann, la critique qu'on pourrait faire, on aurait tort, mais c'est ça la critique qu'on pourrait faire en disant, il y a quand même des moments, j'ai l'impression de voir des pubs. Quand on voit Miami Vice, il y a des moments publicitaires, si vous voulez. Aussi, je ne suis pas très précis, un peu, voilà, le moment où les deux avions... L'avion s'envole, hein, et part, on a la surface du globe et se met à bifurquer, coucher de soleil, musique, je crois que c'est Moby à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, peu importe. On se dit, mais il n'y a plus que la marque Mercedes ou Transavia, quoique non, ça serait non, Air France, quoi. Quoique non plus, personne n'a envie. Bah, disons, voilà, une compagnie dans laquelle on a envie d'être, quoi. Bon. British Airways, Singapore Airlines, des choses comme ça. Donc on attend ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important chez Mann, c'est qu'on se rend bien compte que cette espèce de, on pourrait dire la tangente publicitaire du cinéma de Mann, elle est capitale. Et il ne faut pas l'évacuer, il faut au contraire la garder en soi. Un, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'il a sans doute, qu'il a une esthétique qu'il a appris avec tous ces cinéastes comme Adrian Lyne. Je rappelle Ridley Scott, Blade Runner, Flashdance, vous avez tous évidemment en tête ce type d'esthétique des années 80, extrêmement flashy, avec des projecteurs, jouant sur les contre-jours, enfin une esthétique très publicitaire si vous voulez, et ça il l'a conservé parce qu'il sait aussi que la bonne critique
doit tenir compte de cette fascination-là. Et pour moi, c'est ça. Alors, il faudrait passer beaucoup de temps à revoir des séquences et voir comment la caméra de Mann se déplace par rapport à tout ça. Mais on sent qu'il y a cette dimension-là qu'on ne retrouve chez aucun autre cinéaste, on pourrait dire américain. L'importance de la publicité. Alors, ça permet de faire une parenthèse sur cette question de la pub. Parce que Mann a tourné des publicités. Vous allez sur Internet, sur YouTube ou n'importe où, vous tapez Michael Mann Commercials et là vous tombez sur la dizaine de pubs qu'il a réalisées. Ce qui est évidemment génial, c'est que quand on voit la pub qu'il fait pour Ferrari, par exemple, il tourne une pub pour Ferrari, moi je ne suis pas du tout un spécialiste des voitures, mais comme elle a l'air pas mal et chère, quoi. Quand on voit cette pub-là qui est tournée sur la route 1 aux États-Unis, donc entre Los Angeles et San Francisco, la route de Basic Instinct, quoi, si vous voulez. Bon. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de côté extrêmement, à la fois, évidemment, c'est vendeur, le but c'est de vendre, donner envie, le personnage il est seul sur la route, il se déplace avec sa Ferrari le long de cette route en lacet. Mais ce qui est intéressant, c'est que Michael Mann prend donc cette publicité, pour laquelle il a dû être sans doute payé extrêmement grassement, voire on lui a peut-être fait une Ferrari, je crois que c'est plutôt ça. Donc voilà, il fait son truc, comme il le fera pour Lucky Strike, qui est un détournement de publicité extraordinaire avec Benicio del Toro, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous tapez Lucky Strike, Michael Mann, et vous voyez la bande-annonce pour un film qui ne se fera jamais. Et ce film, dont la star est Benicio del Toro. Benicio del Toro, qui avait tourné avec Michael Mann une série vachement intéressante qui s'appelle Drug War Canamera. Je dis ça parce que c'est une des matrices de Miami Vice. Il y en a plusieurs des matrices de Miami Vice, la série, mais il y a aussi cette mini-série télé qui réalise à l'époque et qui a beaucoup compté dans le développement de Miami Vice. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce que fait Michael Mann, c'est pourquoi on va le chercher, Michael Mann? On va le chercher parce qu'on se dit, d'abord c'est un cinéaste qui est plutôt, enfin, je pense que la publicité va le chercher parce qu'on se dit, c'est un cinéaste qui est un pro, il ne va pas dépasser le budget, il a une façon de mettre en scène que les publicitaires appellent très élégante. Bon, d'accord. Et surtout, c'est quelqu'un qui sait filmer les machines, les automobiles, comme personne. Et quand vous voyez la façon dont Mann filme les voitures, pour ceux qui ont peut-être vu, vous regardez la poursuite au début, quand on va chercher l'indic là sur l'autoroute de Miami, on n'aime pas, n'est pas le problème. Mais on n'a jamais vu des axes de caméra, des caméras mis à ces niveaux-là, absolument jamais. Donc on va chercher, ça qui est génial, c'est qu'on va chercher, on pourrait dire, une patte auteuriste. On dit à Michael Mann, je voudrais que vous filmez au Ferrari comme vous filmez vos machines. Le problème, c'est que quand Mann fait ça dans ses films, c'est pour produire une critique. Et là où le truc est absolument génial, c'est que Michael Mann impose à la publicité, non seulement, on pourrait dire évidemment sa propre technique, c'est son style qu'on vient chercher, mais il détourne, ce qui fait qu'au fond, Mercedes se met à faire la pub de Michael Mann lui-même. Parce que le style de Michael Mann est absolument reconnaissable en 2, 3, 4 plans, comme on reconnaît le style d'un De Palma, d'un Kubrick ou autre. Ce qui fait que, pour moi, il y a une très grande intelligence, voire perversité, on pourrait dire, dans la façon dont Mann joue avec ça, c'est qu'il va faire Ferrari, il va faire Lucky Strike, pas de problème. Mais là où vous vous trompez, c'est que cette pub qui va être diffusée dans toutes les salles de cinéma, vous m'aurez payé beaucoup, beaucoup d'argent pour la faire. En fait, c'est moi qui en suis le principal bénéficiaire. Et non pas parce que j'ai touché beaucoup d'argent, parce qu'on voit que c'est Michael Mann qui fait ça. C'est ça qui est, vous comprenez, cette espèce d'inversion de la relation que je trouve extrêmement intéressante, quoi, quand on voit le film de Mann. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais pas l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Voilà. Ah oui, le temps passe vite. Hein. C'était juste la préambule, ça. Hein, bon. Et ce que je voulais dire, c'est que je vous disais donc qu'il est arrivé un peu tard. Et pour moi, un des mystères, et donc une des qualités, une des particularités des films de Mann, c'est que c'est quelqu'un qui, précisément, n'arrive pas à l'heure à laquelle il aurait dû arriver. Il aurait dû arriver en 72, 73, il arrive en 81. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On pleure, voilà. Non. Et ce que fait Michael Mann, c'est qu'au fond, il va être toujours sur cette espèce d'entre-deux. Il va d'un côté, on pourrait dire, prolonger l'héritage des 70s. Pour moi, le grand cinéaste américain des années 70 aujourd'hui, c'est pas Coppola, c'est pas Friedkin, c'est Michael Mann. Qu'on s'intéresse à ce que sont vraiment les années 70, c'est Mann qui en a prolongé l'héritage, absolument. Insider, pour ce Révélation, Hit, ce film-là, ce sont des films qui sont totalement des années 70. Mais Mann n'est pas un rétro, n'est pas un nostalgique. Donc il fait un film contemporain, et donc plus que contemporain, parce que je pense que c'est un film qui est aux avant-postes de ce qu'est esthétiquement le cinéma d'aujourd'hui, l'image d'aujourd'hui, et aux avant-postes politiques sur ce qu'on raconte sur le monde d'aujourd'hui, mais tout ça en ayant gardé cette idée que lui vient des 70s. Donc, vous avez vu, Sony, il y a beaucoup d'éléments qui sont glissés dans le film. Quand tu dis, même mon père, moi c'est Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, etc. Hein, c'est pas pareil que Phil Collins, Pat Benatar ou Depeche Mode. Hein, non, mais je veux dire, par là, ça compte, ça. Hein, ça qu'on se dit, mais c'est marrant, Sony, non, ouais, c'est Lynyrd Skynyrd. C'est quand même du hardcore.
C'est super, mais c'est du hardcore. Allman Brothers, c'est quand même du hardcore. Et quand on s'intéresse au parcours de Mann, on voit bien, dans Insider par exemple, Al Pacino était l'élève d'Herbert Marcus. Hein, c'est que le fond politique de Michael Mann, hein, l'homme qui faisait manifestations anti-guerre, le Vietnam, etc., le fond politique, c'est le fond des 60s. Hein, c'est de là qu'il vient. Et donc pour moi, on a cette espèce de mélange extrêmement détonnant entre d'un côté quelqu'un qui utilise tous les codes, qui les a même créés lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, le look MTV, le moins de films américains moyens, il fait du sous-Michael Mann, voire le sous-cinéma polar français. Pour ceux qui ont vu les catastrophes d'Olivier Marchal, MR73, 36 Quai des Orfèvres, c'est à pleurer. Mais je veux dire, on voit bien ce qu'ils ont vu comme film. Ils se sont dit, je veux faire comme Hit avec Depardieu et Lanvin. Voilà. Je veux faire Pacino avec Daniel Auteuil et des lunettes fumées de hippie. Bon, évidemment, c'est tragique. En même temps, c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est celui qui a donné le là de l'imagerie contemporaine du polar, absolument. Comme dans les années 80, c'est lui qui fixe le code esthétique des années 80. Ce qui fait qu'on pourrait dire qu'on a un cinéaste qui est toujours, et plutôt que l'anesthésie, au contraire, je pense que ça le renforce terriblement, qui est toujours sur on pourrait dire deux lignes de force en même temps. D'un côté, maintenir la question le questionnement, la critique du système, mais des années 70. Mais dans les années 70, pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, vous vous souvenez combien cette question de la fascination entrait peu en ligne de compte. Il n'y avait pas beaucoup de cinéastes qui vous disaient regardez la critique de ce système politique, médiatique, social, etc. Mais très peu disaient dans le même temps, je produis la critique, mais regardez comment on a envie d'être avec eux. Non, on n'avait jamais envie. Le seul, à mon avis, qui s'est posé la question, et on pourrait presque dire que Mann est presque le descendant de lui, c'est Robert Altman. Robert Altman est quelqu'un qui, dans les années 70, a pris la question du rapport à l'image et au cliché. Il s'est dit, bon d'accord, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ça qui nous gouverne. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a entre la critique pure et dure des années 60, début 70, et la fascination perverse de Mann pour le monde contemporain, beau, rutilant, des belles femmes, de la musique, on ne sait pas dans quel monde on est, quoi. C'est du pré-Spring Breakers, hein. On est quand même pas mal de temps avant Spring Breakers. Entre ça, Miami Vice et le côté 60s hardcore, si vous voulez, il y a eu, me semble-t-il, Robert Altman. Et je pense que pour comprendre Mann, il faut passer par la case Robert Altman, qui lui avait conscience que le cliché, il peut être désirable pour des gens. Voilà, tout simplement. Et regardez aujourd'hui, enfin, est-ce que le fait de désigner quelque chose comme un cliché empêche les gens ou met les gens à distance ? Pas du tout. Hein, c'est indifférence même totale. Et Mann a eu conscience de ça. Pourquoi ? Parce que c'est un cinéaste à la fois, on pourrait dire, de l'esthétique bling-bling, toc, publicitaire des années 80, qui s'est dit, ça c'est l'esthétique de ces années-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça raconte de l'Amérique des années 80, de la société de consommation, du capitalisme triomphant ? Il faut qu'on prenne cette imagerie-là. Mais plutôt que de la mettre hors champ, il faut la prendre à son compte et la critiquer. Il faut s'en servir de cette imagerie-là. Qu'est-ce que ça fait de regarder ces bagnoles rutilantes, tous ces appareils techniques ? Qu'est-ce qui reste de l'humain une fois que tout est passé dans cette de technologie absolument monstrueuse ? Plus rien du tout. Et c'est ça que je trouve, me semble-t-il, extrêmement intéressant chez Mann, c'est qu'il est le double produit, si vous voulez, de ces deux esthétiques qui sont, a priori d'ailleurs, mais c'est idiot, sont complètement antinomiques, véritablement. Et puis, c'est quelqu'un qui, dans sa propre filmographie, a ensuite évolué. Je vous parlais de Hit tout à l'heure, c'est qu'on voit bien qu'il y a encore chez Mann, en tout cas dans la première partie de sa carrière, dans le conflit moderne classique, quelque chose qui est beaucoup du côté du classique. Voilà. Hit raconte la traque d'un flic joué par Pacino, cet homme veut mettre la main sur un voleur de haut vol, Robert De Niro. Le problème chez Michael Mann, c'est que ce qui rapproche les professionnels est plus fort que ce qui les sépare, en l'occurrence du point de vue de la loi. Ou de la justice, je devrais dire, c'est pas la loi. Du point de vue de la justice, Pacino et De Niro sont aux antipodes l'un de l'autre. Du point de vue, on pourrait dire, professionnel de l'éthique et de la loi, ils sont extrêmement proches tous les deux. C'est ce que raconte Michael Mann, c'est toujours la tentation permanente de l'autre. Mais on pourrait presque dire que jusqu'à Hit, on est encore sur un cinéma classique américain. Ça veut dire quoi un cinéma classique ? C'est un cinéma qui croit aux enjeux qui sont clairs et déterminés. Peut-être qu'on sait d'où on part, on sait où on va aller. C'est un cinéma pour lequel la question du héros, de l'anti-héros, du bon, du méchant, etc. ne pose pas de question. On sait qui est qui, véritablement. Enfin, c'est des choses typiques. C'est un cinéma qui valorise l'action.
hein, et qui, d'un point de vue narratif, se développe de façon, on pourrait dire, par un arc extrêmement simple, développement, explosion, résolution. Le classicisme, c'est ça. Et à la fin d'un film classique, on a résolu l'énigme qu'on s'était posée au début. Voilà. C'est ça un film classique. C'est pas ni bien ni pas bien. C'est un film classique, c'est ça. À la fin, on a résolu un problème, un mariage, une possession de terre, une enquête criminelle. À la fin, on a une réponse. Voilà. Il est mort, il est vivant, mais c'est résolu. Ce qui est intéressant chez Mann, c'est qu'on voit tout ce qui prend au classicisme. C'est pour ça qu'il tient cette ligne-là quand même. Il y a effectivement le sentiment qu'il y a encore des flics, il y a des truands, il y a un développement du récit, il y a des séquences d'action, il y a du genre, etc. Et en même temps, il pilonne tout ça, ou plutôt, je dis il pilonne, c'est pas un acte de guerre, c'est-à-dire qu'il le met en doute, il le critique, on pourrait dire sans le mettre de côté, par un geste moderne. Autrement dit, dans Hit par exemple, Pacino et De Niro, au bout d'un moment, ils sont peut-être des côtés de la loi, du point de vue classique, mais ils se mettent à tellement se ressembler que c'est presque, on pourrait dire, une attaque moderne d'un schéma totalement classique. Hein. Et là, vous voyez dans Miami Vice par exemple, de loin, on dirait un film classique. De près, il n'y a plus rien de classique. Et en même temps, ce n'est pas un cinéaste complètement moderne, Michael Mann, parce qu'il lui faut une identification, de l'émotion, il lui faut des personnages qui avancent, un récit. Donc on croit qu'on a tout ça, mais rien ne fonctionne. C'est-à-dire qu'on a des séquences d'action qui ne servent à peu près à rien, ou à limiter in extremis les dégâts. Hein, les deux grandes séquences d'action, l'une sert à libérer Trudy, autrement dit, on a fait un pas en arrière, cette séquence d'action permet juste de revenir au niveau d'avant, elle ne fait pas du tout progresser le récit. Elle permet juste de revenir comme on était. C'est-à-dire que si on n'avance pas à 200 à l'heure dans Miami Vice, c'est ça que je trouve très beau comme lecture du monde contemporain, c'est que si on ne maintient pas une vitesse de précipitation vertigineuse, on ne progresse jamais. Miami Vice début, Miami Vice fin, il y a zéro changement. C'est l'anticlassicisme absolu. Sonny rentrait seul, il repart seul. Il ne s'est rien passé. Montoya, qui devait être le grand Manitou qu'on a vu, Mann nous a fait saliver avec ce personnage-là. C'est lui qu'il fallait mettre derrière les barreaux, etc. À la fin, paf, il s'est volatilisé, il a disparu. Autrement dit, c'est un film qui s'est amusé avec les codes classiques pour les dévitaliser littéralement. Et la critique, elle vient évidemment de là. Pourquoi il les dévitalise ? Parce que le code classique, d'une façon, sans être un peu trop compliqué, mais le code classique, il alimente la logique postmoderne capitaliste dont parle Michael Mann. Il faut croire que les choses avancent. Il faut croire que faire des trucs, ça sert à quelque chose. Il faut croire qu'en consommant, en ayant ces biens-là, je vais aller mieux, je vais m'élever, etc. Mann, il montre en 2h15 que tout ça est faux. Tout ça est faux. C'est-à-dire que les personnages ont tout perdu, l'enquête n'a pas avancé. Si à la fin, ce qu'on sait, c'est que c'est un type du FBI. Hyper précis, il va falloir 15 autres films pour savoir qui à l'intérieur du FBI a mouchardé. Donc, c'est de façon extrêmement perverse et ironique, il me dit, ben voilà, c'est une réponse, mais c'est l'anti-réponse absolue. Non, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que Miami Vice, c'est un film dans lequel il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel on s'excite, on se précipite, on bouge sans arrêt, on manie des machineries vertigineuses, des armes, un hélicoptère, l'avion, enfin des avions incroyables, etc. Mais tout ça pourquoi ? Pour rien. Et ça, c'est la société, on pourrait, encore une fois, de ce que Jameson appelait le capitalisme tardif, c'est ça. C'est-à-dire c'est une société qui s'auto-entretient toute seule, mais pourquoi ? Pour rien du tout. Absolument pour rien. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire que c'est un film, Miami Vice, qui nous montre que, quoi qu'on fasse, hein, en jouant ce jeu-là, y compris même lorsque l'autre part à la Havane, et qu'il croit que c'est l'ailleurs du système, évidemment ça ne l'est pas, quoi qu'on fasse, la société capitaliste fonctionne sur... on pourrait dire le fait qu'on impose le statu quo, l'équilibre. Tu perds ça, je le récupère là. Il y a mort d'un tel, disparition d'une femme, réapparition de l'autre. Tout est joué comme ça en permanence, etc. Autrement dit, on vit dans un monde du statu quo qui se donne l'illusion d'aller à 200 à l'heure et faire un truc hyper transgressif. Pas du tout. C'est un truc totalement atone, totalement plat, il ne se passe strictement rien. Et ce que raconte Michael Mann sur la société d'aujourd'hui, c'est une société qui va d'autant plus vite qu'elle se précipite et qui fait d'autant plus de choses qu'elle ne fait strictement plus rien. Et qui a d'autant plus, on pourrait dire, d'utopie et d'espoir que précisément, tout est archi-joué et programmé. Rien ne change. Hein, à la fin, rien n'a changé. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a toujours, et j'en terminerai avec ça, une part de demi-teinte dans les fins de films de Michael Mann. Mais toujours un peu, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. La fin du film... elle laisse un peu amer. On n'est ni complètement plombé, ni évidemment heureux. Voilà, il y a Trudy retrouve la vie, l'autre a perdu la femme de sa vie, elle le regarde une dernière fois, il s'en va, il retourne dans cette espèce à l'hôpital, mais Mann ne le suit même pas par la caméra. Le grand plan des films de Mann de fin, c'est l'homme tout seul qui repart en profondeur de champ.
bah, tu te débrouilles, tu trouveras ta place. C'était pas pour ce film-là. Hein. C'était pas pour ce film-là que tu trouveras ta place dans la société capitaliste. Et Mann termine son film comme ça. Voilà. Fin d'introduction, et c'est quoi le métro maintenant? Je vais passer aux questions si quelqu'un. Mais si vous voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions peut-être? Je me pose une question en fait sur un plan qui est, sur une mini-séquence qui est en plus dans la version longue. À la fin, là, dans la voiture, quand ils partent, Colin Farrell avec donc la femme qu'il aime, elle continue de le frapper là et il l'attache. Moi, j'avais déjà vu la version longue, mais je connais beaucoup plus la version cinéma. Et dans la version cinéma, dans la voiture, effectivement, elle a le regard triste, etc. Mais il y a un côté, on s'aime, on sait qu'on peut pas, etc. Tu m'as trahi, etc. Mais là, le fait qu'il l'attache physiquement, ça a une espèce de domination. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire Non, mais je pense que juste que d'abord, ce qui prouve que la version cinéma est quand même globalement, me semble-t-il, supérieure à la version vidéo. Et que cette séquence-là, elle ne dit rien de plus. Le Gong Li attaché. C'est que je pense que c'est quoi le sentiment de la fin? C'est quand même un sentiment totalement mélancolique. Hein, ces deux personnages qui, le pire, c'est que ils savaient. Enfin, c'est toujours ça qui est beau, c'est que ils savaient très bien que c'était mort. Parce que chez Mann, on peut, c'est le côté je sais bien mais quand même. On sait que ça ne marchera pas, mais on le fait quand même. Le côté time is luck. Le problème, il est là, c'est qu'on sait que ça ne marchera pas, c'est que si on se projette dans l'avenir, on déprime, c'est une catastrophe. Par contre, si on ne se projette pas du tout, ce qui est le cas notamment de John Dillinger dans Public Enemy, c'est supportable. Hein. Et donc, ce qui passe à la fin, c'est ça, c'est cette espèce de mélancolie qui fait qu'à la fois, évidemment, les deux ne resteront pas ensemble, et en même temps, c'était plié dès le début. C'est que c'est quelque chose qui était prévu. Oui, là, c'est donc la séquence des cordes, oui, pour moi, c'est pas... Enfin, ça rajoute rien, je pense, à ce que raconte la fin du film, quoi. Évidemment, j'étais obligé de revoir aussi les saisons de Miami Vice, toutes les saisons pour le coup. Et en fait, en revoyant ça, je me suis dit deux choses. D'abord, que la télévision, et notamment cette série, et puis Crime Story, enfin un correctif de Chicago, à cette époque-là, a été vraiment le laboratoire pour Michael Mann. D'autres se sont entraînés ailleurs, au théâtre, en photographie, etc. Michael Mann, il a forgé ses armes à la télé. Pas toutes, mais en grande partie ses armes. Et quand vous revoyez Miami Vice aujourd'hui, c'est fascinant de voir que 20 ans avant Collatéral, 15 ans avant Hit, etc., il y a déjà des plans, des motifs qu'il est en train de travailler. C'est incroyable. Comme quand on voit Le Solitaire, son premier film, on se dit, mais ce type-là, il a à 80%, il sait dès son premier film tout ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, d'où la cohérence phénoménale de son cinéma. Hein, c'est qu'il n'y a pas de déchets chez lui, à part The Keep, qui est une autre histoire. Il y a une sorte de cohérence incroyable. Donc, la télévision, je pense que ça a été pour moi le premier cinéaste américain de cette époque-là qui s'est servi de la télévision, dans le sens où il s'est demandé, il va y avoir un problème à un moment dans les années 80, et ça n'a pas manqué d'ailleurs, souvenez-vous des débats qu'on a eu en France à l'époque sur Besson, sur Benex, tous ces gens-là, enfin les débats d'ailleurs assez violents, hein. Le public suivait et la critique détestait Benex, Besson. Pour eux, c'était vraiment la publicité sur grand écran, etc. Et Mann, à mon avis, a été le premier à se dire, bon, il ne s'agit pas d'opposer la télévision et le cinéma, etc., mais plutôt que de voir comment, de toute façon, la télévision va s'imposer à un moment donné comme... je sais pas, comme le jeu vidéo ou autre, au cinéma, et que le cinéma on pourrait dire, n'est bon qu'à condition de savoir récupérer des images d'ailleurs et de s'y approprier. Et donc Mann a fait ça. Il s'est dit, il y aura un devenir cinéma des images de télévision, donc il faut prendre ça très au sérieux. Et quand on voit aujourd'hui Miami Vice, évidemment, on est dans les codes télévisuels, la série, tout ce qu'on veut, mais on voit que c'est Michael Mann qui est aux commandes. Et là, je parle même de point de vue, même si on s'amuse, parce que Mann contrôlait les intrigues, ces choses-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la plupart des scénarios des films de Mann après, on les retrouve sous forme de bribes dans des épisodes. Là, c'est Smuggler Blues, par exemple, Miami Vice saison 2. On pourrait citer plein d'exemples. C'est qu'il a déjà tout travaillé. C'est-à-dire que la plupart des grandes séquences, des grands motifs, ça a été travaillé dans Miami Vice. Et la deuxième chose, en revoyant ça, qui est que tout à l'heure je décrivais Miami Vice, Flamant Rose, Bikini au ralenti, etc. Oui, c'est vrai, et en même temps, c'est pas que ça. Et ce qui est assez frappant quand on revoit Miami Vice aujourd'hui, je parle de la série, c'est de voir combien 84-89, disons 84-86, qui est le moment hardcore de la série, le moment où Mann est dedans, quoi. On voit combien c'est une série qui encore, et là, c'est exactement
pour moi, la patte de Mann, c'est qu'il rend séduisant le monde de Miami, avec ses truands hauts en couleur, ses costumes à Armani pastel, ses mocs en chaussettes, ses Ferrari, etc., etc. Mais ce que ça raconte, Miami Vice, de l'Amérique de l'époque, c'est d'une noirceur absolue. C'est-à-dire que la critique du capitalisme, que moi, pour le coup, je n'avais pas vu du tout, la première fois que j'ai vu Miami Vice, j'étais petit, et donc pour moi, il y a que le côté clinquant qui me marquait, et je ne me rendais pas compte ce que ça racontait, des pauvres Américains obligés de se prostituer pour pouvoir payer leurs études. C'est terrifiant ce que ça raconte, les scénarios de Miami Vice, la série. C'est probablement, en milieu des années Reagan, un des trucs, avec quelques autres films, les plus violents qui ait jamais été fait. Sous des dehors, très MTV. Mais c'est ça là, ce qu'a compris Michael Mann. Il a compris ça. Il a compris qu'il faut avoir les deux en même temps. Donc on allait voir Miami Vice parce qu'on avait envie de voir Don Johnson ou Thomas, voilà, des gens séduisants, hyper bien habillés, toujours conduisant des voitures incroyables. Voilà. Donc on y allait pour cette raison-là. Et derrière, tout ça était quand même assis sur un marais complètement pourrissant qui était les années youpi aux États-Unis. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de séries à l'époque, d'ailleurs il n'y en a même pas, télévisées, hein, qui ont su balancer ça à la même époque, il y a Scarface de Brian De Palma. Scarface, c'est un film de la même humeur que Miami Vice. 83, on est au milieu de la série Miami Vice, il se trouve qu'en plus Scarface se passe aussi à Miami, mais on se rend compte que si on devait se dire quels ont été les grands gestes critiques des années 80 aux États-Unis, il y a eu Scarface, on parlait de Friedkin, To Live and Die in LA, la série Miami Vice, on pourrait citer, je ne sais pas moi, The Livre de Carpenter, enfin une dizaine de films américains qui ont tous à un moment donné fait ce même constat. Et Mann était complètement dedans, et je pense que la série télé, Miami Vice, à la revoir aujourd'hui, moi ce qui me frappe, l'homme est en instant de divorce, n'arrive jamais à avoir une relation, tout part à volo quoi, dans Miami Vice. Ce qui fait qu'il s'est complètement, on pourrait dire, éloigné de la surface liée à l'époque, années 80, mais il a complètement gardé son pessimisme, qui là éclate totalement. C'est-à-dire que c'est plus Anne Reagan dont il parle maintenant, c'est la société contemporaine. Mais la noirceur est au fond la même. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que je n'ai jamais compris les gens qui étaient fans de Miami Vice, la série qui attaquait Mann, c'est qu'en fait ils n'avaient rien compris à la série télé. En fait c'est souvent le cas. Hein. Mais c'est qu'au contraire, je pense que Mann a été extrêmement fidèle à l'esprit de ce qu'était la série télé. La série télé, c'est pas des mocassins et des brushings. C'est pas des trucs lumineux, c'est pas des bimbos en bikini. La série télé, c'est comment un monde en surface extrêmement alléchant, qui est le capitalisme triomphant des années 80, s'assoit sur des principes absolument abjects. Ben voilà, c'est ça, Miami Vice. C'est ça qui est beaucoup plus fort que le problème du costume. Oui, évidemment, on ne s'habille plus dans les années 80 comme on s'habille dans les années 90, et qu'à la façon dont on s'habille aujourd'hui semblera ridicule dans 4-5 ans, elle est même déjà. Bon, pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut mesurer le pouvoir, l'audace du type à l'intérieur d'un système qu'il connaît, parce que Mann n'est pas un suicidaire, hein. Il faut quand même que la série passe, sinon son acte ne marche pas. Donc on va donner tel tube de X, Y, Z. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il agite tous les bons chiffons. Mais derrière, il fait quand même exactement ce qu'il veut, quoi. Et ben voilà, bon écoutez, hein, c'est le moment d'aller dormir. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis rendez-vous le mois prochain.